Merci. Bonsoir à toutes et tous. Alors, il va falloir que je surveille l'heure et j'ai pas de timer, mais je suis ravi, vraiment, d'être là avec vous. Je sais pas du coup où je trouve ma présentation, mais hop. Je compte sur Fabrice. Mais je vais commencer par dire que je suis vraiment ravi d'être avec vous. J'y reviendrai dans ma conclusion, mais parce que Negawatt, effectivement, travaille depuis plus de 20 ans maintenant sur ces questions et on est une association d'experts engagés dans la société et dans le débat public et engagés pleinement sur le sujet de la sobriété. Mais pour autant, les experts, ils sont pas légitimes à soulever un certain nombre de questions et surtout apporter des réponses qui reviennent démocratiquement aux citoyens. Et voilà, pour moi, l'échange qu'on peut avoir à partir de ce projet est vraiment extrêmement important. Un mot juste sur Negawatt, un peu plus avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, association créée il y a pratiquement 25 ans, qui rassemble des experts et praticiens de l'énergie avec aujourd'hui pratiquement 20 salariés. Le premier a été embauché en 2012, donc on a quand même bien grossi, et un noyau d'une 50aine de bénévoles très actifs justement dans nos activités. Production de scénarios énergétiques soutenables à long terme pour la France et pour l'Europe, portage sur cette base de propositions de politique et mesures. Et puis c'est vraiment quelque chose de très important pour nous de rester ancré dans le terrain et dans la mise en œuvre à travers notre réseau et à travers un institut, Negawatt, qui travaille auprès de collectivités, d'autres acteurs sur la mise en œuvre de la transition. Je vais commencer par presque enfoncer des portes ouvertes, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes à repositionner pour moi, pour comprendre à quel point il est important de travailler la question de la sobriété telle qu'en tout cas on l'imagine. Et je vais insister sur le fait que c'est nécessaire parce qu'on est face à un vrai problème de système. Ce système, c'est le système énergétique et j'ai mis sur cette illustration les choses auxquelles on pense en général quand on pense système énergétique, les ressources que l'on prélève dans l'environnement pour se fournir en énergie et les services à droite que nous rend l'énergie à travers un certain nombre de ce qu'on appelle les vecteurs énergétiques, l'électricité qui a déjà été mentionnée, les carburants, etc. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est à quel point, en fait, entre les ressources et les services, il y a un système extrêmement complexe, fait de choix techniques, économiques, industriels, géopolitiques, et qui met en relation à tout moment dans la société ces ressources et ces services. Et donc l'énergie forme un système, et ce système est structurant et fait société. C'est évidemment extrêmement important quand on en vient, avec le changement climatique notamment, à vouloir supprimer une partie des ressources énergétiques sur lesquelles on s'appuie. Parce que vous voyez bien que si on supprime une partie des ressources, il va falloir s'interroger sur ce qu'on fait du côté des services. Et puis, il va d'une manière ou d'une autre falloir rééquilibrer le système et donc changer les transformations et en fait construire un système différent qui va structurer la société différemment. Ça a l'air simple posé comme ça, mais c'est vraiment fondamental de garder ça en tête. Puis la deuxième chose, évidemment, du point de vue système à garder en tête, c'est que ce système énergétique qui structure la société est aujourd'hui parfaitement insoutenable dans énormément de dimensions. Le changement climatique, bien sûr, il contribue à la perte dramatique de biodiversité, il est source de risques technologiques, d'épuisement de ressources, de problèmes de pollution de l'air et de l'environnement et d'enjeux d'accès à l'énergie, à la fois dans nos pays avec la précarité et plus largement autour de tensions et de crises géopolitiques. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de faire plus le dessin que ça, mais voilà, ça c'est les données fondamentales du problème. À partir de là, effectivement, Negawatt, depuis plus de 20 ans maintenant, a développé cette approche systémique et systématique. Et je vais l'illustrer avec ce qu'on appelle une chaîne énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des étapes qui va mettre en relation une ressource, ici le pétrole, mais ça pourrait être une autre, avec un usage qui sera l'éclairage,
pour les besoins de l'illustration. Donc on commence avec cette ressource pétrole, il faut commencer évidemment par la raffiner pour pouvoir ensuite l'utiliser, et puis on va, si on veut s'éclairer, passer par l'électricité, donc passer par une centrale thermique avec énormément de pertes à cette étape. On va ensuite livrer l'électricité au consommateur final avec encore quelques pertes sur le réseau, et traditionnellement les politiques énergétiques, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, s'arrêtaient là. Parce que c'est ce qu'on voyait dans la comptabilité nationale et sur ce sur quoi on pouvait agir. Évidemment, l'enjeu continue au-delà de la livraison au consommateur et sur ce qu'il en fait, avec d'abord la conversion de ce vecteur énergétique, l'électricité, en une forme d'énergie réellement utile. Vous et moi ne consommons pas vraiment d'électricité, en fait, on la transforme en quelque chose qu'on consomme, en l'occurrence de la lumière, et c'est évidemment à dessein que j'ai choisi cette illustration, parce que ça montre l'enjeu de bons convertisseurs, hein. Vous ne le savez peut-être pas, mais la bonne vieille ampoule à incandescence transforme en fait 95% de l'électricité en chaleur, à peu près. Et donc il y a évidemment des potentiels importants, mais c'est pas tout. En fait, si on continue, il y a encore une question de comment on conçoit et dimensionne notre éclairage. Illustration ici avec les lampadaires boules. Esthétiquement, dans notre environnement urbain, rien à dire. Énergétiquement, assez débile, puisque ça envoie l'essentiel de la lumière produite vers le ciel pour éclairer le trottoir. Mine de rien, il y a des coefficients de perte énormes à cet endroit-là qui comptent autant, quand vous faites la multiplication, que les pertes de l'ampoule à incandescence ou les pertes de la centrale thermique. Et puis, dernière étape, avec encore des pertes potentielles, les conditions d'utilisation. Ici, vous avez un réverbère urbain, bien équipé d'un réflecteur pour éclairer le trottoir, bien équipé d'une ampoule basse consommation, mais qui est juste en train de bouffer de l'électricité pour rien, puisque la lumière qu'il produit n'apporte aucun service par rapport à la lumière naturelle. Et donc, c'est ça qui m'amène et qui nous amène à Negawatt à cette question du service énergétique, le service rendu par la consommation d'énergie, et à tout le travail qu'on peut faire individuellement et collectivement sur les usages, pour les rapprocher des besoins. Et c'est ça que depuis le début, avec une vision donc très positive, pas du tout de restrictions ou de contraintes, mais plutôt d'intelligence individuelle et collective, on a appelé la sobriété, et c'est le premier étage effectivement d'une démarche qui ensuite remonte l'ensemble du système pour le transformer en profondeur, avec l'efficacité qui vient interroger la performance technique des transformations et réduire les pertes, et la substitution de ressources primaires qui en fait ne devient réellement possible à grande échelle et massifiable que si on a maîtrisé les volumes par la sobriété et l'efficacité. Et donc c'est ce fameux triptyque que vous avez probablement déjà croisé, hein, sobriété, efficacité, renouvelable, intelligence sur les usages, intelligence sur les performances techniques et intelligence sur les ressources. Cette démarche, en fait, elle nous amène à mettre le concept de sobriété au cœur de la réflexion et en fait à penser les activités humaines et les activités économiques en termes de fourniture de services. Et j'entends par là les services matériels reposant sur des ressources matérielles. Ça, mine de rien, c'est assez profond parce que ça incite à penser l'économie autrement que comme on la pense aujourd'hui en termes de secteur productif classique, mais à la penser à partir des services qu'elle nous rend. Et ces services, en gros, il y en a 4. Hein. C'est un environnement bâti, sûr et confortable, de la mobilité entre les espaces bâtis, mobilité des personnes et des biens, la consommation justement de biens de consommation et une alimentation saine. Et quand on le pose comme ça, on peut assez vite identifier des leviers pour agir sur le niveau de ressources consommées et le niveau de service. Je vais les balayer juste pour illustrer tout ce qu'on peut mettre concrètement derrière la sobriété, en tout cas ce qu'on met, nous, dans le scénario Negawatt. Il y a d'abord, et c'est ce qui a joué notamment dans la sobriété activée lors de la crise énergétique que Frédéric a qualifié avec raison de parfaite sous cet angle, maîtriser les températures de chauffage, les baisser, les ventilations qui restent souvent allumées le week-end dans des bâtiments de bureaux, etc. Donc ça, c'est vraiment de la sobriété de base. Mais dans le bâtiment, on va pouvoir travailler aussi sur l'intensité d'usage. Servir plus d'usagers sur des durées plus longues dans les mêmes mètres carrés.
On va pouvoir travailler sur la réhabilitation des bâtiments existants plutôt que la construction de neufs pour éviter l'artificialisation des sols. On va travailler sur les surfaces du neuf en privilégiant par exemple le petit collectif à taille humaine à l'étalement périurbain pavillonnaire. Et puis on va pouvoir mettre en place du télétravail, des espaces de coworking et des solutions de mutualisation d'espace, des solutions d'habitat partagé, etc. Idem sur la mobilité, on va pouvoir commencer par simplement baisser la vitesse, soit par une baisse des limites, soit par un meilleur comportement des automobilistes. Et puis, on va s'interroger sur la taille des véhicules, adapter la taille des véhicules aux usages, et ce qui est d'ailleurs pour nous, le passage à l'électrique est une bonne opportunité de faire cette transformation du parc. Malheureusement, c'est pas la direction qu'on prend. On va travailler là encore sur l'intensité d'usage, donc le covoiturage, le meilleur remplissage des camions, la réduction des tonnages transportés, et puis le report modal pour la mobilité vers le transport collectif ou vers les mobilités douces, pour le fret vers le rail ou le fluvial. Et enfin, on va travailler sur l'aménagement du territoire pour réduire, dans le temps long, les distances à parcourir pour accéder aux mêmes services, en gros faire l'inverse de ce qu'on a fait depuis une bonne quarantaine d'années. Sur les biens de consommation, même chose, on va pouvoir s'interroger sur une utilisation raisonnée des équipements, on va pouvoir travailler à la réduction des emballages ou des suremballages, interroger des solutions de mutualisation d'équipements comme les outillages personnels, évidemment travailler à des produits plus durables et plus réparables, et puis dans les modes de production et les filières industrielles, aller chercher du recyclage, aller chercher de l'adaptation de la production aux besoins. Et pour finir sur l'alimentation, plus rapidement, on va travailler évidemment à réduire à toutes les étapes de la chaîne les gaspillages alimentaires. Il y a un fort enjeu en lien avec les émissions de gaz à effet de serre à la réduction de la part de protéines animales. Et puis, du côté de la production, on peut notamment mentionner toutes les solutions agricoles qui diminuent les intrants et notamment les intrants chimiques. Tout ça souligne qu'en fait, on a évidemment des dimensions de sobriété qui sont différentes. Il y a une utilisation plus raisonnée, plus sobre de l'existant. Il y a tout ce qui relève du dimensionnement et du niveau d'équipement, véhicules, bâtiments. Et puis, il y a des logiques d'organisation et de mutualisation. Mais vous voyez bien que, à travers ces dimensions, on va vers des formes de plus en plus complexes de mise en œuvre de la sobriété. Et donc, on va vers des formes qui relèvent de moins en moins de la capacité des individus à faire des petits gestes et de plus en plus d'une nécessité d'organisation collective et de mise en place de politiques. Et donc on insiste, nous, beaucoup vraiment sur la nécessité de mettre en place des politiques et une offre de sobriété pour rendre ces changements effectivement possibles. Je vais passer plus vite sur le troisième point, je ne sais pas combien j'en suis. C'est les bénéfices de la sobriété. Bénéfices d'abord mesurés à travers un scénario comme le scénario Négawatt, où donc on applique cette logique de sobriété, d'efficacité et de mobilisation des renouvelables. Le scénario, mais il est en phase avec d'autres scénarios en Europe, dans le monde, qui travaillent sur le levier de sobriété et qui arrivent à peu près aux mêmes conclusions, montrent qu'on peut globalement, dans un pays développé comme le nôtre, diviser par 2 la consommation finale d'énergie sans renoncer à une qualité de vie, et que dans cette division par 2, la sobriété compte pour 20 points et l'efficacité pour 30 points. L'efficacité, c'est notamment le gros morceau de la rénovation thermique des bâtiments, bien sûr. Toujours dans un pays comme le nôtre, qui a la chance d'être bien doté en énergie renouvelable, cette action sur la demande permet à terme de projeter la satisfaction de 100% de nos besoins avec des énergies renouvelables locales. Donc ça, c'est le premier résultat immédiat qui a évidemment des conséquences du point de vue climatique. Au-delà de ça, je voudrais insister sur 2 choses. La première, et ça c'est issu de l'analyse qu'on a faite là encore dans le scénario Négawatt de
comment on positionne les résultats de ce scénario par rapport aux 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations Unies, on voit qu'on a évidemment ce résultat sur l'énergie, un résultat très fort de neutralité carbone, y compris en empreinte, c'est-à-dire en tenant compte de ce qu'on exporte, mais aussi de ce qu'on importe. Une baisse significative d'environ 30% de l'empreinte en matières premières de l'économie française d'ici 2050, et puis des bénéfices qu'on ne peut pas quantifier directement à travers notre scénario, mais qu'on peut clairement qualifier et étayer. Une réduction importante de la pression sur la biodiversité, des bénéfices directs, par exemple par la mobilité douce, et indirects par la réduction des pollutions pour la santé, des actions pour la réduction de la précarité et une amélioration de la justice sociale, la contribution par l'économie nouvelle, de la réparation, etc., à la création nette de 600 000 emplois dans notre scénario, et une réduction qu'on peut mentionner aussi, bien sûr, des tensions géopolitiques liées à notre consommation. Le deuxième élément que j'apporte sur les bénéfices de la sobriété, c'est un travail extrêmement intéressant qu'a fait l'ADEME, qui a publié en 2021 4 scénarios très contrastés, certains avec beaucoup de sobriété et d'autres avec absolument pas de sobriété, et des paris technologiques majeurs. Et elle a, en début d'année dernière, fait une évaluation de comment ces scénarios se positionnent par rapport à différents risques. Des risques d'impact négatif socio-économique, sanitaire, environnementaux, et des problématiques d'exposition aux risques naturels, inclus évidemment le changement climatique, aux risques technologiques et aux risques géopolitiques. Et vous voyez que même si c'est avec une intensité variable, la sobriété réduit l'exposition de la société à l'ensemble des risques. Et donc c'est du point de vue de la résilience et de la sécurité une stratégie absolument de non-regret. Pour finir, avant quelques réflexions en conclusion, 2 commentaires sur la mise en œuvre. Et évidemment, la mise en œuvre de la sobriété est un enjeu très fort. Je vous ai mis ce sondage qu'on aime bien utiliser. Alors vous savez que Copenhague et Amsterdam sont 2 villes exemplaires en termes de déploiement du vélo. Ça vient pas d'hier, hein. C'est des politiques qui remontent à très longtemps. Mais vous voyez que quand on demande aux gens pourquoi ils font du vélo à Copenhague, eh ben la question de l'environnement ne vient qu'en 6e position. Ils font ça parce que c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est moins cher, c'est bon pour leur santé, c'est pratique, c'est bon pour leur porte-monnaie. Et donc, c'est l'illustration du fait qu'on a mis en place les conditions pour que les gens trouvent ça naturel et pertinent de faire du vélo. Et il y aurait plein de choses à dire, mais une illustration de ça, c'est la part des routes équipées d'infrastructures cyclables dans différents pays européens. Vous voyez en haut les Pays-Bas et le Danemark, donc c'est pas juste Copenhague et Amsterdam, hein, et en bas la France. Et ça m'amène à souligner que les changements individuels, effectivement, ne sont rendus possibles que dans le cadre de politiques cohérentes, soutenues, durables, d'accompagnement, par la transformation des infrastructures, par le soutien au changement, par une application juste, ça c'est quelque chose qui revient très souvent, hein, la nécessité de justice sociale dans la mise en œuvre de la sobriété, et par la valorisation des co-bénéfices. Deuxième éclairage de mise en œuvre, jusqu'à 2021 à peu près, on travaillait à l'échelle française, et puis on a travaillé sur un scénario européen avec plein de partenaires dans tous les pays européens, une vingtaine de partenaires au total. Le scénario s'appelle CLEVER, Collaborative Low Energy Vision for the European Region. Et on l'a fait parce qu'on avait plein de questions en tête, mais une d'elles c'était mais comment on transpose nos hypothèses de sobriété à d'autres pays? Parce que typiquement, on a une hypothèse de sobriété centrale qui est on stabilise en France, dans notre scénario, les surfaces en mètres carrés par habitant dans les logements. Quand vous allez voir la Roumanie ou la Bulgarie, vous le voyez sur ce graphique, et que on est 30% sous le niveau de la France, c'est un peu difficile de leur dire nous on stabilise, vous stabilisez, tout est bien comme ça. Et donc pour des indicateurs simples comme les mètres carrés de logement par personne ou les kilomètres parcourus par an, on a travaillé avec nos partenaires dans une logique qu'on a appelée de corridor,
c'est-à-dire entre un seuil maximum à ne pas dépasser, mais un seuil minimum à viser pour assurer un confort moyen de la population. Et donc, voilà, vous voyez ici apparaître ces corridors, et je le mentionne simplement parce que derrière ça, il y a évidemment le fait que la projection de la sobriété doit tenir compte des inégalités d'accès aux services et à l'usage des ressources. Dans cet exemple, entre populations de différents pays, et vous imaginez bien, et je pense que Yamina en parlera beaucoup mieux que moi ensuite, ce que ça donne quand on le projette dans le concert mondial des nations et dans la problématique nord-sud, mais aussi, même si c'est plus difficile à travailler dans les scénarios, les inégalités d'accès aux services entre catégories de population à l'intérieur de la population de chaque pays. Voilà, une fois que j'ai dit tout ça, effectivement, ce qui nous semble central dans cette approche du concept de sobriété, c'est l'accès réparti aux services et à l'usage des ressources. Et vous l'avez vu, je pense que Negawatt a fait sa part pour apporter un éclairage d'expertise sur ce que ça peut vouloir dire, comment ça peut être mis en œuvre concrètement, etc. Mais je vous le disais tout à l'heure, la légitimité de l'expert s'arrête à un moment, même si il peut avoir un avis compétent et apporter un éclairage au débat, parce que on arrive à des questions qui ne peuvent être débattues que par les citoyens. La première, c'est que quand on dit accès réparti aux services et à l'usage des ressources, il y a évidemment derrière la question de rester collectivement en dessous de limites environnementales. Et je dis volontairement environnementales parce que c'est les limites planétaires, mais ça peut aussi bien sûr être en termes de pollution de l'air ou d'artificialisation des sols, des limites tout à fait locales. Et en même temps, la pression par en dessous à assurer des conditions de vie décentes pour tous. Une fois qu'on a dit ça, ça pose la question de c'est quoi les seuils ? C'est quoi le plafond et le plancher qu'on définit collectivement ? Et vraiment là, les experts peuvent apporter un éclairage, notamment sur les limites planétaires, mais c'est pas à eux de dire quels sont les seuils qu'on se fixe, et encore moins quel est le niveau d'inégalité acceptable entre ce plafond et ce plancher. C'est des vraies questions de modèle social. Donc la sobriété, de notre point de vue, à travers son caractère redistributif, vient interroger ça. Elle vient interroger aussi, dans le domaine économique, comment on regarde la création de valeur et de ressources. Aujourd'hui, clairement, les modèles d'affaires les plus performants au sens de la rentabilité telle qu'elle est mesurée, c'est ceux qui savent le mieux accaparer des ressources et les détruire, sans supporter le prix de ce qu'on appelle en économie ces externalités. Et donc, la question, c'est comment on passe à un modèle de création de valeur où on valorise davantage les activités économiques qui partagent et préservent les ressources. Mais évidemment, derrière, il y a des questions majeures de c'est quoi notre modèle économique, jusqu'où il faut aller dans sa remise en cause. Et c'est aussi très différent, évidemment, selon qu'on pense multinationale ou économie concrète, locale, ancrée dans les territoires. Donc voilà, des questions évidemment majeures. Et puis pour finir, et là ça vous amène, je pense, aux questions que vous allez pouvoir aborder plus concrètement. Si on parle projection et mise en œuvre de la sobriété, il y a trois aspects qui me semblent essentiels et encore une fois sur lesquels les experts ne peuvent que apporter un éclairage. Il y a la question des imaginaires et des modes de vie et comment on construit des imaginaires désirables autour de cette transformation. Il y a la question de la déclinaison territoriale. Toutes les solutions que j'ai évoquées autour de la mobilité, autour de la transformation des bâtiments, etc., se posent évidemment très différemment selon le type de territoire, très différemment selon le type de territoire dans lequel vous êtes. La question du plafond et du plancher également, et le tout en pensant autonomisation des territoires, mais aussi mutualisation de leurs ressources et de leurs contraintes. Et puis le dernier aspect, c'est la gouvernance et la planification. Tout ça n'arrivera pas tout seul. C'est très juste, comme ça a été posé au début, de dire qu'il faut à la fois se donner un horizon de long terme désirable à 2050 et penser les trajectoires. Et ça veut dire planification, mais ça veut dire aussi mode de gouvernance. Et pour moi, je vais finir vraiment sur ça, c'est la sobriété à travers l'interrogation qu'elle apporte sur toutes ces dimensions, est un principe éminemment démocratique et de nature en fait à revitaliser
la démocratie dans nos sociétés qui en ont malheureusement bien besoin. Voilà, merci. Merci Yves. Alors, on n'est pas en avance, mais on va quand même prendre le temps, puisqu'on est dans une phase de dialogue, on va prendre le temps de quelques questions dans le public. Tu as convaincu tout le monde. Merci, bonjour et merci pour la présentation. C'était très axé sur l'axe de la sobriété, ce que je trouve plutôt salutaire. Par contre, je trouve qu'il y a quelques points d'ombre qui n'ont pas forcément été abordés, notamment sur les différences géographiques. Si on parle de production d'électricité et d'énergie de manière générale et de répartition par rapport au territoire, c'est pas du tout les mêmes choses de le faire en Auvergne-Rhône-Alpes que de le faire en Île-de-France. Donc du coup, là, je pense qu'on risque d'avoir des petits problèmes, en tout cas des questions à se poser. Ensuite, remarque un peu plus globale, de manière générale, sur la conférence, j'ai l'impression que là, c'est presque comme si on partait d'une feuille blanche. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'on ne se base pas déjà sur énormément d'études qui ont été faites au fur et à mesure des années sur ces thèmes-là. Et enfin, mais ça c'est plus une question à niveau de négawatts directement, j'avais regardé les différents scénarios qui étaient proposés suite 2017 et suite 2022 notamment, et il y a un truc que je ne comprends pas au niveau des scénarios, c'est comment se fait-il qu'il y ait une utilisation croissante du gaz et notamment du biométhane à un moment où on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci. Je vais commencer par la dernière parce que c'est du coup une idée fausse. Il n'y a pas d'augmentation du recours au gaz dans nos scénarios. Il y a une diminution globale à long terme et une substitution progressive du gaz fossile qu'il faut évidemment éliminer le plus vite possible par du gaz d'origine renouvelable qui est à la fois issu du biométhane, donc issu de processus de dégradation de produits de sous-produits ou de coproduits de l'agriculture et de l'élevage, et qui peut être produit par ce qu'on appelle la méthanation, c'est-à-dire la conversion d'électricité en hydrogène par de l'électrolyse, puis la recombinaison de cet hydrogène avec du carbone. Mais les potentiels de gaz d'origine renouvelable sont inférieurs à nos consommations actuelles de gaz fossile, donc il n'y a pas d'augmentation du recours au gaz dans nos scénarios. Et encore une fois, nos scénarios sont non seulement des scénarios de neutralité carbone, comme je l'ai dit, mais où le cumul des émissions en budget, en tout cas dans le scénario 2021, restait compatible avec l'engagement de la France dans l'accord de Paris. Sur le premier point, vous avez complètement raison. Je l'ai mentionné en parlant de recherche d'autonomie, mais de mutualisation des territoires. Leurs contraintes et leurs besoins sont très différents, aussi bien du côté de la capacité de production que du côté de la demande. Et donc le rôle des réseaux, de l'interconnexion à tous les niveaux entre les territoires est essentiel, mais le rôle de la bonne compréhension par chaque territoire de ses opportunités et de ses contraintes, mais de celles des territoires voisins à différentes échelles est centrale. Je vous invite, parce qu'on n'a pas fait on n'a pas fait de régionalisation complète du scénario négawatt pour la France. Par contre, on a fait ce scénario européen. Je vous invite à aller regarder ce qu'on raconte dans ce scénario, notamment sur la mutualisation des potentiels de renouvelables entre les pays. Je l'ai dit, la France est bien mieux équipée, bien mieux dotée que d'autres pays européens, et donc elle a vocation à alimenter d'autres pays européens et à faciliter leur transition. Mais une fois qu'on a posé ça, en fait, la sobriété partout est la condition de facilitation de ces mutualisations et des transformations associées. On va encore prendre une question, et puis après on passera à la suite. N'oubliez pas qu'il y a des ateliers participatifs, un petit pot derrière, donc vous aurez encore l'occasion de discuter avec nos experts. Oui, merci. Je voudrais poser une question, ce n'est pas une provocation. Qu'est-ce qui vous distingue de Shift Project ? D'une part, j'ai eu l'occasion d'écouter aussi Thierry Salomon, je pense que vous connaissez très bien, et qui est membre aussi de l'archipel des confluences, où on travaille effectivement
non pas simplement la sobriété énergétique en France, d'essayer de faire une tentative, parce que cette politique-là, globalement, elle est européenne. Est-ce que maintenant, vous arrivez à créer des réseaux dans différents pays d'Europe pour mener cette activité qui me semble inévitablement sera européenne? Sur la deuxième question, oui, on développe des réseaux en Europe. On a initié et publié avec d'autres organisations l'an dernier un manifeste pour la sobriété au niveau européen à Bruxelles, qui est aujourd'hui soutenu par une centaine d'organisations, dont le Shift Project, et qui est un manifeste qu'on porte à Bruxelles dans la foulée de notre scénario européen pour dire, parce qu'il nous semble qu'une grande partie de ces enjeux se joue à l'échelle européenne et pas française, même si, là encore, il ne faut pas opposer ça à des dimensions partant des territoires, etc., pour dire qu'aujourd'hui, la sobriété est en fait le facteur commun de réponse à toutes les dimensions de la crise. Crise environnementale, crise géopolitique, crise économique, crise de sens, crise sociale, et que donc la sobriété, en fait, devrait être le dénominateur commun de tous les agendas politiques. C'est évidemment difficile parce que certaines forces politiques sont plus réticentes que d'autres, mais en tout cas, on porte ça et on a un réseau de plus en plus grand d'acteurs qui ne sont pas que des acteurs de l'énergie, qui sont aussi des syndicats, des organisations religieuses, etc., pour porter ça. Sur la différence avec le Shift Project, je ne vais pas en dire grand-chose parce que y a plein de choses qui nous différencient. Il y a aussi plein de convergences. Je vous invite à aller voir un site qui s'appelle comprendre2050.fr que le Shift Project a publié avec le soutien de l'ADEME et Negawatt, qui décrit les différents scénarios, et c'est une forme de réponse à la question tout à l'heure sur le matériel qui existe et sur lequel on peut s'appuyer. Donc ce site décrit les scénarios, et il y a notamment une page du site qui décrit les enseignements communs au scénario de l'ADEME, de RTE, de Negawatt et du Shift Project, et qui montre qu'il y a beaucoup plus de convergence que de divergence dans nos scénarios. Notamment, tous convergent pour dire la maîtrise de la demande la plus proactive possible et le développement des renouvelables les plus proactifs possibles sont incontournables et sans regret par rapport aux objectifs de soutenabilité. Et après, ce qui nous distingue du Shift, c'est des agendas différents, une visibilité différente, des compétences différentes, et peut-être moins sur le Shift que sur son président, Jean-Marc Jancovici, qui, comme vous le savez, assure une très grande visibilité au Shift Project, mais qui n'est pas forcément aligné avec le travail du Shift dans son détail. Là, on identifie une différence fondamentale qui rejoint ce que je disais, c'est entre une vision très technocratique du sujet, en fait, du côté de Jean-Marc Jancovici, qui assume, par exemple, de dire on n'a pas le temps d'attendre que les gens comprennent. Donc, on va mettre en place des solutions depuis Paris, etc. Et notre approche qui, au contraire, part de l'appropriation des enjeux et des solutions par les acteurs de terrain, y compris les citoyens comme dans ce projet. Voilà.